La procédure d'extradition en Israël, un domaine du droit pénal, on s'est dit qu'il était important d'en parler. Voilà, nous avons pour ce faire maître Déborah Abitbol, pénaliste, docteur en droit international. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Déborah Abitbol, bonjour. Bonjour. Je devrais dire maître peut-être. En Israël, ça se fait moins. Ça se fait beaucoup moins. Ouais. Ça se fait beaucoup moins qu'en France. Bon, en tout cas, voilà, elle est avocate, ça c'est clair. Et vous avez ouvert un cabinet il y a 5 ans, spécialiste, vous êtes spécialiste en droit pénal, vous vous occupez beaucoup de procédures d'extradition aussi. Et on le sait peut-être pas assez, mais il y a beaucoup de coopération entre la France et Israël. Donc c'est important d'en parler et surtout, on voudrait savoir tout simplement comment ça marche une procédure d'extradition, pour qui c'est fait et comment, tout simplement, comment ça fonctionne. Voilà. D'accord. C'est quelque chose de très simple qui peut aller extrêmement vite aussi. Nous, on est là évidemment pour essayer d'empêcher la procédure d'extradition. Comment ça se passe ? Ça veut dire que c'est un citoyen contrevenant qui a fait une infraction. Exactement. Enfin, un citoyen binational généralement, puisque nous, on défend beaucoup de personnes françaises qui ont la nationalité israélienne. Voilà, exactement, mais qui au moment des faits, souvent, n'avaient que la nationalité française. D'accord. Comment ça se passe ? La personne, elle est arrêtée tout de suite à son domicile, 6h du matin, par des enquêteurs israéliens qui mettent tout de suite la personne en détention. C'est-à-dire que c'est quand même extrêmement violent. La personne ne sait pas pourquoi elle est demandée et ce n'est que par la suite qu'elle va être déférée devant le tribunal Shalom, donc la première degré de juridiction, où tout de suite le parquet, donc la section internationale du parquet, va demander son incarcération jusqu'à ce qu'il y ait un prononcé comme quoi la personne est extradable. Donc c'est quelque chose où on a très peu de marge de manœuvre tout de suite en disant écoutez, la personne, elle va pas. Les deux raisons principales qui sont généralement évoquées, je dirais même une, c'est les deux ilotes, ce qu'ils appellent les deux causes, c'est-à-dire la dangerosité de la personne ou alors le risque d'évasion. Et le risque d'évasion, et le risque de fuite, si je puis dire, il est très prononcé dans les procédures d'extradition. Donc généralement, le juge suit la demande du parquet où il va dire écoutez, oui, vous avez fui la France, vous êtes vous êtes réfugié ici, aujourd'hui le risque de fuite étant extrêmement important, je vous laisse en détention. Donc la personne, elle est un petit peu perdue et c'est là qu'on intervient effectivement pour l'accompagner dans ce processus où s'ouvrent deux procédures. Une procédure par rapport à son emprisonnement pour essayer de tout faire pour la mettre en dehors des barreaux et effectivement la procédure d'extradition sur le fond du dossier sur lequel, et là effectivement c'est pour ça qu'un cabinet français est important, généralement tout le dossier arrive en français. Il est traduit en anglais des fois mal, donc c'est très important de pouvoir regarder ce pourquoi la personne elle est demandée par les autorités françaises. Alors il y a beaucoup de cabinets pénalistes francophones. À ma connaissance, non. Donc c'est vrai que c'est quelque part une niche où on intervient beaucoup, ça se fait beaucoup de bouche à oreille aussi. Et c'est quelque chose effectivement où du fait qu'on soit inscrit sur les deux barreaux, ça nous permet d'intervenir et directement auprès des autorités françaises et également de pouvoir plaider devant les tribunaux israéliens. Alors il y a beaucoup d'affaires qui ont défrayé la chronique, des affaires de forex, des affaires de blanchiment d'argent et il faut comprendre qu'aujourd'hui Israël coopère énormément. Oui. Et à 100%. À 100%. Et c'est vrai que on comprend pas vraiment, en fait il y a une forme de zèle des autorités israéliennes. Alors il y a d'autres intérêts, d'autres enjeux, certainement des engagements de la part d'Israël au niveau de l'OCDE, etc. On l'a bien vu au niveau des échanges d'informations. Ouais. Mais effectivement, Israël n'a pas mis de réserve dans cette convention d'extradition de 57, pour laquelle c'est une convention européenne. Donc il faut voir aujourd'hui qu'Israël rentre de plus en plus, et au niveau économique, mais au niveau juridique aussi, dans le cadre d'accords européens. Ce qui est quand même incroyable parce qu'Israël, en tant que pays du Moyen-Orient, c'est un des seuls qui signe la plupart des conventions européennes. Ouais. Donc la France a une réserve. Et c'est justement toutes les problématiques qu'on a vues avec le dossier de Lizzie Touni. Alors justement, c'est ça, quand on parle de réserve, c'est-à-dire de réserve dans l'extradition. De ces nationaux. De ces nationaux. Donc Israël, apparemment, extrade, souvent renvoie ses binationaux et ses nationaux également. Oui. Complètement. Vers les pays demandeurs.
Exactement. Ça veut dire que leurs citoyens en infraction, si on demande l'extradition, en général, ils s'exécutent. En général, oui. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Le parquet va quand même évidemment vérifier, faire des recherches. Alors, quand c'est un national israélien, elle va quand même demander à ce que sa peine soit exécutée en Israël. Mais pour un binational français-israélien, même si on a le regroupement familial, sa famille, son centre de vie, ses enfants, ça marche pas. La personne se retrouve propulsée soit dans une prison à Marseille ou à Paris, alors que ça fait 10 ans qu'elle est là, qu'elle a fait une alia, 20 ans. C'est un changement de vie, un bouleversement, un tremblement de terre. Alors, contrairement à Israël, la France, elle, n'extrade pas ses nationaux. Et c'était, par exemple, vous l'avez cité, Lizzie Touni, la fameuse affaire de cette jeune femme qui a été écrasée, renversée par 2 chauffards francophones. Qui ont pris la fuite. Qui ont pris la fuite et qui ont purgé leur peine en France. Tout à fait. La France a refusé de les extrader. La France a refusé de les extrader. Et évidemment, au niveau en tout cas au niveau des infractions, ils n'auraient pas été jugés de la même manière en Israël. Ça veut dire que la peine encourue en Israël aurait été beaucoup plus lourde pour eux. Importante, oui. Elle aurait été plus lourde, oui. Combien ? On parlait de 20 ans. 20 ans de prison, ils en ont fait 5. Oui, on est à peu près sur 5 en France. D'accord, aujourd'hui ils sont dehors. C'est ça ? Il me semble que oui. Ouais. Alors bon, on comprend que c'est compliqué. Comment on en arrive à cette procédure d'extradition et qu'est-ce qu'on peut faire Alors cette procédure d'extradition, il faut savoir la gérer. C'est des dossiers complètement atypiques. C'est-à-dire que on ne peut pas rentrer sur le fond du dossier parce que la carte première du parquet, c'est de dire, écoutez, nous, on rend juste un service à la France. Vous avez des arguments ? Vous avez des preuves ? Allez les présenter devant un juge français. Donc on est extrêmement limité et j'ai envie de dire que ça se limite qu'à la forme et à la procédure en soi, de voir s'il y a eu des vices de procédure. Mais sur le fond du dossier, on se fera toujours retoquer par le parquet en nous disant, mais écoutez, non, nous, le juge israélien, et notamment le juge de Mechosi, de district, du tribunal de district, n'est pas du tout compétent pour connaître et pour examiner les preuves au fond. Donc c'est extrêmement difficile. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher ? On va d'abord aller voir si on peut négocier avec les autorités françaises en leur disant, écoutez, cette personne, ça fait 10 ans qu'elle est en Israël. Il y a eu énormément de retard. Il n'y a pas des délais raisonnables qui sont respectés parce que souvent, c'est des dossiers, c'est des tomes énormes à traduire et Israël demande des garanties, vérifie. Israël n'extrade pratiquement jamais, en tout cas à ma connaissance, que sur un mandat d'arrêt. Elle veut s'assurer que le mandat d'arrêt est corroboré, soit par un jugement, devenu définitif en France, mais sur lequel elle pourra faire opposition. Donc ça veut dire qu'on se rend compte que la procédure est longue et qu'il y a forcément, quand on est bien défendu, des moyens d'arrêter, ou en tout cas de lutter ou d'aménager les peines, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais ça reste des cas exceptionnels. C'est-à-dire que on joue beaucoup sur une double législation et il y a aussi un facteur négociation qui est très important, c'est-à-dire de prendre l'initiative d'aller vers les autorités françaises et notamment le BPI en disant, regardez, la personne est là, si on arrive à trouver un arrangement, la personne va faire sa peine en Israël. Et il y a cette faculté aussi, selon la loi israélienne, de pouvoir, même si on a été condamné à l'étranger, de pouvoir exécuter sa peine en Israël. Et on joue beaucoup là-dessus. Alors, c'est pas un peu compliqué lorsqu'on est, comme vous, arrivé en Israël il y a une douzaine d'années, avocate, certes, de travailler dans ce domaine-là, vous défendez les méchants tout le temps, quoi. Oui, j'ai envie de dire, ça dépend aussi des fois. Hein. Je défends pas que les méchants, je défends aussi des victimes. Le cabinet a pris parti de choisir de défendre, et ça depuis de nombreuses années, les victimes du Forex. Okay. Parce que je pense que ça a vraiment abîmé l'image d'Israël. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels on a trouvé des victimes du fin fond de la France qui ne savaient pas où se retourner, qui ont pris des avocats. Voilà, qui ont pris des avocats en France et finalement ces avocats ont envoyé des lettres de mise en demeure qui n'ont jamais été ouvertes. Et puis en faisant leurs recherches, ils se sont aperçus que ces gens habitaient en Israël. Ils ont remonté le IP de l'ordinateur, des mails qu'ils ont reçus. Et on s'est aperçu effectivement que la nébuleuse de tout le Forex partait depuis Israël. Alors on a des instructions qui sont en cours depuis 5 ans. Avec des dizaines de victimes qu'on accompagne au téléphone, qu'on essaie de rassurer, des personnes qui ont été ruinées, des personnes qui étaient à la retraite et qui ont mis toutes leurs économies. Les scandales de... C'est ça. Et on s'est battu aussi, alors ce qui a été extraordinaire en tant qu'avocate aussi française, c'était d'arriver à la Knesset, puisqu'on a fait des lois
il y avait une vraie lacune juridique. Donc on a participé aux commissions parlementaires. Ça a été extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez fait ? On a exposé en fait tout ce qui se passait en France, les instructions qui avaient été ouvertes par les juges d'instruction, et on a pu participer malgré les lobbying très forts, parce que finalement, ayant un manque juridique, les parlementaires de la Knesset n'ont pas vraiment compris cette escroquerie qui s'est déroulée depuis Israël. Et il y a eu la mise en place d'une loi contre les options binaires et le forex, qui a permis en fait de régulariser, enfin en tout cas d'apaiser cette problématique. Alors j'imagine que on peut venir vous voir, on peut venir prendre conseil. Parfois on n'ose pas passer la porte d'un cabinet d'avocat quand on est dans une situation très compliquée et qu'on n'est pas très fier de soi non plus et qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Et pourtant attendre, c'est la plus mauvaise des choses à faire, j'imagine, dans cette situation. Tout à fait. Il faut, de toute façon, un avocat est tenu au secret professionnel. On est dans un cadre d'échange strictement confidentiel, et c'est important que le client se sente en confiance aussi. Bien sûr. Parce que il va reprendre des bribes de son passé, ce qui est très problématique. Quand on a fait l'ALIA, on a peut-être aussi envie d'une forme de déni, mais ce déni est très 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 préjudiciable si on le laisse derrière soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne n'est épargné. Il y a un zèle de la part des autorités françaises de pouvoir faire la chasse en fait aux délinquants, et notamment quand ils sont en Israël. On les a vus, malheureusement, il y a un vrai acharnement. Donc autant se faire connaître. Voilà, autant se faire connaître. Et prendre les devants. Voilà, certainement pas forcément tout de suite de sortir des frontières d'Israël pour se faire arrêter, mais en tout cas savoir sur quoi on est demandé, de quelle manière on peut trouver une solution avec un juge, et puis si on n'est que le maillon d'une chaîne et qu'on n'intéresse pas la juge d'instruction pour X ou Y raison, en tout cas lui donner tous les renseignements pour qu'elle puisse poursuivre son instruction. En tout cas, éviter la procédure d'extradition. Exactement. Avant qu'elle soit lancée, c'est possible. Qu'elle soit lancée, oui. C'est possible. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, on était ravis de vous accueillir, de parler de ces sujets un peu, j'avoue, un peu compliqués. C'est pas toujours évident, ce qu'on fait, mais ça fait aussi partie des choses, que nos co-religionnaires doivent connaître. Merci beaucoup d'être venus. Avec plaisir, merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.